Chers élèves, salam alaikum. Après avoir vu la communication hormonale dans le premier chapitre, on va voir aujourd'hui l'autre chapitre, chapitre 2, concernant la communication nerveuse. C'est le type de communication entre les différents organes du corps et les différents centres nerveux cérébraux, bulbaires ou médulaires pour permettre la sensibilité consciente, la motricité volontaire et les différents réflexes. Cette communication est assurée par un réseau de nerfs qui parcourt tout le corps pour transporter les influx nerveux sensitifs issus des organes sensitifs et les influx nerveux moteurs vers les organes effecteurs. Donc ce type de communication il est assuré par un réseau de nerfs, un ensemble de nerfs qui parcourent tout le corps. Ces nerfs communiquent entre les différents centres nerveux et les différents organes effecteurs, comme le muscle par exemple. Donc les questions qu'on va traiter pour ce chapitre sont: la première question, quelles sont les caractéristiques du nerf? Donc on va voir les caractéristiques du nerf, on va les étudier. La deuxième question, comment se forme l'influx nerveux? Donc on va voir la nature de l'influx nerveux et les phénomènes qui accompagnent cet influx nerveux. La troisième question, comment les influx nerveux sont transférés à travers les nerfs aux organes? Donc on va voir comment l'influx nerveux passe du nerf vers les organes. Donc pour cela, on va voir premièrement, grand 1, on va commencer par les caractéristiques du nerf. Premièrement, mise en évidence des caractéristiques du nerf. Expérience, document 1. Chez une grenouille décérébrée, donc mise en évidence des caractéristiques du nerf chez la grenouille. Chez une grenouille décérébrée, on fait apparaître le nerf sciatique de la patte postérieure. L'excitation de ce nerf provoque la contraction du muscle gastrocnémien. On coupe le nerf sciatique et on l'excite. Cette excitation ne provoque plus la contraction du muscle gastrocnémien. La question: analyser et interpréter les résultats obtenus. On déduire les caractéristiques du nerf. Donc on a une patte de grenouille, une patte postérieure de grenouille. On a dissectionné, on a enlevé la peau et on a dissectionné le muscle pour faire apparaître, pour dégager le nerf sciatique. Après avoir dégagé ce nerf, donc on a le nerf sciatique. Ce nerf est lié directement au muscle gastrocnémien. C'est lui qui énerve le muscle gastrocnémien. Donc, si on excite ce nerf, pour la manipulation 1, donc l'excitation de ce nerf provoque la contraction du muscle gastrocnémien. Donc, pour la deuxième manipulation, on coupe le nerf et on remarque qu'on n'a plus cette contraction. Donc, pour interpréter, pour analyser et interpréter ces résultats, donc, pour la première manipulation, quand on a excité le nerf, donc le muscle a contracté. Donc, on a la contraction du muscle. Donc, le nerf, il est excitable. Donc, il répond à l'excitation. Pour la deuxième expérience, quand on coupe le nerf, l'excitation n'arrive plus au muscle parce que on n'a plus la contraction du muscle. Donc, le nerf a conduit l'excitation, c'est-à-dire l'influx nerveux, vers le muscle. Donc, là, pour la première manipulation, donc, il nous a permis de déduire que le muscle se caractérise par la caractéristique de l'excitabilité. Pour la deuxième manipulation, il nous a permis de déduire que le nerf conduit l'influx vers le muscle. Donc la deuxième caractéristique, c'est la conductibilité.
Donc, interprétation. La contraction du muscle gastrocnémien est due à l'excitation du nerf sciatique, donc ce dernier est caractérisé par l'excitabilité. Deuxièmement, lorsqu'on coupe le nerf sciatique, on n'obtient aucune contraction du muscle gastrocnémien après excitation de ce nerf. Donc, l'excitation n'arrive plus au muscle. Cela signifie qu'il est conduite vers le muscle par le nerf sciatique, donc ce dernier est caractérisé par la conductibilité. Maintenant, on va passer à l'étude expérimentale des caractéristiques du nerf. Petit a, technique utilisée pour l'étude expérimentale des caractéristiques du nerf. Pour étudier l'activité électrique du nerf, on peut utiliser des techniques modernes qui nous permettent de contrôler l'intensité et la durée de l'excitation. Et parmi ces techniques, on a technique EXAO, expérience assistée par ordinateur, figure A du document 2. Comme vous voyez sur le document, sur la figure, on a une cuve à nerf au-dessous. Cette cuve est liée à des électrodes stimulatrices qu'on note S1, S2, S3, etc. Et les électrodes d'enregistrement qu'on note R1, R2, R3, etc. Donc on a plusieurs électrodes stimulatrices et plusieurs électrodes réceptrices. Les électrodes stimulatrices sont liées à un dispositif. Ces électrodes stimulatrices sont liées à un dispositif de stimulation. Et les électrodes d'enregistrement sont à leur tour liées à un dispositif d'enregistrement. Le tout est lié à un ordinateur qui traite l'activité électrique du nerf et nous donne un enregistrement comme vous voyez sur l'écran. On a par exemple ici une DDP en fonction du temps. Donc, après avoir isolé un nerf, on le place dans une cuve en verre appelée cuve à nerf. Cette cuve est équipée de deux électrodes liées au dispositif de stimulation appelé électrostimulatrice qu'on note S1, S2, S3 et deux électrodes liées au dispositif d'enregistrement appelé électrode de réception qu'on note R1, R2, R3. Le tout est lié à un ordinateur qui traite l'activité électrique du nerf. La deuxième technique, c'est une technique dans laquelle on utilise un autre instrument appelé l'oscilloscope, figure B. L'oscilloscope est équipé d'un tube qu'on appelle tube cathodique. Ce tube cathodique contient une cathode. Cette cathode contient un fil qu'on peut chauffer à partir d'une source électrique. Cette cathode nous donne un faisceau électronique. C'est un faisceau d'électrons qui passe à travers deux types de plaques. On a tout d'abord les plaques horizontales qui font dévier le faisceau électronique verticalement et des plaques verticales qui font dévier horizontalement le faisceau électronique. Et on a un écran sur lequel on peut observer un point lumineux appelé spot lumineux. Les deux électrodes, les deux plaques horizontales sont liées à des électrodes réceptrices qu'on peut utiliser pour l'enregistrement du phénomène électrique du nerf.
Donc l'oscilloscope il est constitué d'un tube cathodique qui nous donne un faisceau électronique à partir d'un fil appelé cathode. Un écran fluorescent sur lequel tombe un faisceau électronique qui apparaît sous forme de spot lumineux. Deux plaques horizontales liées à deux électrodes de réception et qui font dévier verticalement le spot lumineux. Deux plaques verticales qui ont des potentiels électriques différents et qui font dévier horizontalement le spot lumineux. L'oscilloscope permet de mesurer l'activité électrique du nerf en fonction du temps. Donc après avoir vu les instruments de mesure, on va passer à l'étude de l'excitabilité du nerf. Tout d'abord, on va voir les types d'excitants. Pendant l'excitation, on peut utiliser des excitants mécaniques comme la pression, les excitants chimiques comme l'acide par exemple, et des excitants électriques comme le courant électrique et des excitants thermiques comme la chaleur. Mais les excitants électriques sont les plus utilisés. Donc les conditions nécessaires pour l'excitation efficace. Pour l'excitation efficace. Une excitation efficace, c'est l'excitation qui peut nous donner une réponse. Les conditions nécessaires pour l'excitation efficace, donc dans le document 3, les dispositifs expérimentaux du document 2, donc l'oscilloscope et l'hexao, qu'on a déjà vu, permettent de faire varier l'intensité de la stimulation en millivolts ainsi que sa durée en millisecondes. Donc les deux instruments qu'on a déjà vus, ils nous permettent de régler que ce soit l'intensité de l'excitation ou bien la durée de cette excitation. Donc on va passer à la manipulation. Sur un nerf sciatique, on applique une excitation fixée à une intensité donnée et on fait varier la durée jusqu'à l'obtention d'une réponse. De même, on fixe une durée donnée et on fait varier l'intensité jusqu'à l'obtention d'une réponse. On détermine à chaque fois l'intensité minimale d'une excitation efficace qui correspond à chaque durée et la durée minimale qui correspond à chaque intensité efficace. Les résultats obtenus sont représentés par le tableau suivant. Donc, soit on fixe l'intensité et on mesure la durée minimale qui peut nous donner la réponse, soit on fait l'inverse, c'est-à-dire on fixe la durée et on mesure et on note l'intensité minimale qui peut nous donner une réponse. Donc les résultats qu'on peut obtenir, c'est comme les résultats qu'on a sur le tableau. Donc on va transformer ces résultats en courbe. Donc la première question, sur un repère orthonormé, établir la courbe de l'excitabilité du nerf I, c'est-à-dire l'intensité en fonction du temps. La deuxième question, déterminer graphiquement les caractéristiques de l'excitabilité de ce nerf. Donc après avoir tracé cette courbe-là, donc on va déterminer sur la courbe les caractéristiques de l'excitabilité de ce nerf. Donc voilà la courbe. I égale à f de t. Donc cette courbe délimite deux zones, comme vous voyez. La zone d'en haut, c'est la zone en vert. C'est une zone d'excitation efficace. Et la zone d'en bas, c'est la zone d'excitation inefficace. Donc pour une excitation, par exemple, inférieure à 35 millivolts, on n'obtient pas de réponse, quel que soit le temps ou bien la durée de l'excitation. De même, pour une durée inférieure, par exemple, à 0,25 millisecondes,
on n'obtient pas de réponse quelle que soit l'intensité. Donc, le seuil ou la limite des excitations qui peuvent, le seuil minimal des excitations qui peuvent nous donner une réponse efficace, c'est 35. Ce seuil s'appelle l'aréobase. Donc l'aréobase, c'est la plus petite intensité de l'excitation qui peut nous donner une réponse. Le temps nécessaire pour avoir une réponse à cette excitation, c'est 3, comme vous le voyez, c'est 3 millisecondes. Ce temps s'appelle le temps utile. Et comme on ne peut pas déterminer plus précisément ce temps utile, comme vous le voyez sur la courbe, donc on a déterminé un autre temps qui correspond au double de l'aréobase et qu'on a appelé la chronaxie. Donc les caractéristiques de l'excitabilité du nerf, ce sont la réobase qui est la plus petite valeur de l'excitation qui peut donner une réponse, et le temps utile qui est le temps nécessaire pour avoir une réponse à une excitation égale à la réobase, et la chronaxie qui est le temps nécessaire pour avoir une excitation, pour avoir une réponse à une excitation égale au double de la réobase. Donc ce sont les caractéristiques, donc la réobase, la chronaxie et le temps utile. Donc les réponses. Premièrement, la réalisation de la courbe d'excitation du nerf, on l'a déjà vu. La deuxième question, c'est la détermination. On a vu qu'on a 3 caractéristiques. Donc détermination des caractéristiques d'excitabilité du nerf. Le seuil d'excitation, c'est la plus faible intensité capable d'exciter le nerf, c'est-à-dire de donner une réponse. Pour le courant électrique, il est appelé réobase. Le temps utile, c'est le temps nécessaire pour obtenir la réponse à une excitation égale à la réobase. Seuil d'excitation qui est la réobase. La chronaxie, c'est le temps nécessaire pour obtenir la réponse du nerf à une excitation d'intensité double de la réobase. Donc pour cette application, on a utilisé 2 nerfs sciatiques d'une grenouille. Donc c'est le même type de nerf. Le premier a une température de 10 degrés et le deuxième a une température de 20 degrés. Donc cette étude a donné les résultats représentés par le tableau ci-dessous. Donc dans ce cas-là, on a 2 nerfs, c'est-à-dire de même type, de même nature, mais qui sont, c'est-à-dire on les a mis dans 2 milieux à température différente. Donc on va voir un peu les résultats obtenus. Donc par exemple pour le nerf qui est dans un milieu à température 20 degrés, donc à une intensité égale par exemple à 3, il faut attendre une durée égale à 2 millisecondes. Pour le nerf mis à une température 10 degrés, donc pour la même intensité, il faut attendre 10 ou 9 millisecondes. Donc on a une longue durée. Donc avant même de voir les 2 courbes, on a l'impression que, c'est-à-dire il y a une différence pour les résultats qu'on a obtenus pour les 2 nerfs. La cause, c'est qu'on a 2 milieux différents. Donc on va voir les questions sur un repère orthonormé, établir la courbe d'excitabilité I égale à f de t pour chaque nerf.
Deuxièmement, déterminer graphiquement les caractéristiques de l'excitabilité de ce nerf. Déduire les nerfs les plus excitables. Que pouvez-vous conclure? Donc voilà, on a les deux courbes. Donc, la représentation graphique des résultats. Donc la courbe qui représente l'excitabilité du nerf à 10 degrés et la courbe qui représente l'excitabilité du nerf à 20 degrés. Donc on va déterminer leurs caractéristiques. Donc pour le premier nerf, c'est-à-dire qui est dans un milieu à 10 degrés, on a la rhéobase est égale à 3. La rhéobase égale à 3 millivolts. Pour le deuxième nerf, la rhéobase égale à 2 millivolts. Pour la chronaxie pour le premier est égale à 2,3 et pour le deuxième est égale à 1,5. Donc la première remarque qu'on va voir, c'est que c'est-à-dire les deux caractéristiques pour le nerf mis dans une température 10 degrés sont plus élevées que les caractéristiques du nerf qui est mis à une température à 20 degrés. Donc ici la chaleur ou bien la température fait diminuer la rhéobase et la chronaxie. Donc il fait augmenter l'excitabilité du nerf. Donc le nerf le plus excitable ici, c'est le nerf mis dans un milieu à température 20 degrés parce que c'est-à-dire parce que ses caractéristiques sont plus faibles, c'est-à-dire il est plus excitable. Donc il ne demande pas c'est-à-dire une intensité plus élevée par rapport à l'autre. Donc pour ce nerf, on a 2 pour la chronaxie, pour la rhéobase, et pour l'autre on a 3. Donc les résultats sont sur le tableau, sur le petit tableau. Donc le nerf à 20 degrés, on a la rhéobase 2, le double de la rhéobase c'est 4 et la chronaxie c'est 1,5. Le nerf 10, 3, 6 et 2,3. Donc la conclusion qu'on a, c'est que la température elle augmente l'excitabilité de nerf car il fait diminuer la chronaxie et la rhéobase. Donc pour la troisième question, on l'a déjà vu. Le nerf le plus excitable est celui mis à T égale à 20 degrés Celsius, car la chronaxie et la rhéobase dans ce cas sont inférieurs à ceux du nerf mis à 10 degrés. Donc, au fur et à mesure que la chronaxie et la rhéobase d'un nerf devient faible, plus son excitabilité devient importante. On peut conclure que la température joue un rôle très important dans l'excitabilité du nerf. Plus la température est élevée, plus l'excitabilité est importante. Maintenant, on va étudier l'autre caractéristique, c'est la conductibilité du nerf. On va voir tout d'abord la définition. La conductibilité est la capacité d'un nerf de conduire un message nerveux. Les conditions nécessaires à la conductibilité d'un nerf. Document 5. Les conditions physiologiques nécessaires à la conductibilité d'un nerf. Pour déterminer les conditions physiologiques qui contrôlent la conduction de l'influx nerveux, on réalise les expériences suivantes. On met une portion de nerf dans une eau dont la température est inférieure à 2 degrés et une autre, c'est-à-dire une autre portion, dans une eau dont la température est inférieure à 50 degrés et on applique
une excitation efficace. La deuxième observation, donc, ou bien la deuxième expérience, on met une nouvelle portion du nerf à température égale à 25 et on ajoute une quantité d'éther ou chloroforme. Après un moment donné, on applique une excitation efficace. La troisième expérience, on utilise une autre portion du nerf. Dans ce cas, on détruit à l'aide d'une aiguille la région située entre les électrodes excitatrices et les électrodes réceptrices et on applique une excitation efficace. Le résultat, dans tous les cas précédents, donc on a 1, 2, 3, dans ces trois cas, le nerf ne permet pas la conduction de l'influx nerveux. Question, en exploitant les résultats expérimentaux du document 5, donc c'est ces résultats-là, préciser les conditions physiologiques qui contrôlent la conduction de l'influx nerveux. Donc, pour la première expérience, on a mis le nerf soit à une température inférieure à 2 ou supérieure à 50 et on n'obtient pas de réponse. Pour la deuxième expérience, on a mis la portion à 25 degrés, mais on a ajouté une substance qui empêche l'activité du nerf, c'est-à-dire un anesthésiant, l'éther ou chloroforme. Après un moment, donc après une application d'excitation efficace, on n'obtient pas de réponse. Pour la troisième, on utilise cette fois une portion du nerf, mais on détruit la partie entre les électrodes excitatrices et les électrodes réceptrices. Donc à partir de ces résultats-là, on peut dire que les conditions physiologiques qui peuvent donner une conductibilité du nerf sont une température supérieure à 2 degrés et inférieure à 50 degrés Celsius. Donc la température doit être comprise entre 2 et 50 degrés Celsius. La deuxième condition, c'est absence d'une substance comme l'éther et le chloroforme, c'est-à-dire une substance qui empêche l'activité du nerf, un anesthésiant. Donc la troisième condition, c'est que le nerf ne doit pas être détruit. Donc on va voir les réponses. Donc l'analyse des résultats expérimentaux du document 5 montre que la conductibilité du nerf est liée à certaines conditions physiologiques. Ainsi, un nerf qui est incapable de conduire un message nerveux s'il est détruit, anesthésie ou disposé dans un milieu à température minimale inférieure à 2 degrés, au maximal supérieur à 50 degrés. Donc maintenant, on va passer à la mesure de la vitesse de conduction du message nerveux. Pour mesurer la vitesse de conduction d'un nerf, on l'isole et on applique une excitation efficace de même intensité à partir de deux électrodes excitatrices S1 et S2. Donc vous pouvez voir le schéma. Cette excitation est enregistrée au niveau de deux électrodes réceptrices placées à deux points différents, A et B. Donc on a les électrodes simulatrices S1 et S2 et on a les électrodes réceptrices qu'on peut noter R1 en A et R2 en B. Ces deux dernières électrodes, c'est-à-dire les électrodes réceptrices, sont séparées par une distance D. Donc la distance entre A et B.
on mesure le temps nécessaire pour que l'influx nerveux atteigne le point A et on le note T1 et le temps nécessaire pour que l'influx nerveux atteigne le point B et on le note T2. La vitesse de conduction est calculée par la formule suivante: V égale à D sur T2 moins T1. Donc, j'explique. Donc, on excite à partir de S1, S2 et on mesure le temps au cours duquel on a enregistré sur le point A et on le note T1 et le temps au cours duquel on enregistre sur le point B, on le note T2. Donc la vitesse, c'est la distance entre A et B sur le temps entre A et B, c'est-à-dire T2 moins T1. Donc pour une application, on va faire une petite application. La question 1, calculer la vitesse de conduction de l'influx nerveux entre A et B séparé d'une distance D. Donc on a donné D égale à 12 mm d'un nerf disposé dans deux milieux différents, dans deux milieux différents, en exploitant les résultats représentés sur le tableau suivant. Donc le tableau, donc voilà notre tableau pour le premier milieu. Donc c'est un milieu à température 18 degrés et pour le deuxième milieu c'est à température égale à 28 degrés. Donc pour le premier milieu, T2 moins T1 est égal à 2 et pour le deuxième milieu, T1 moins T2 moins T1 égale à 1. Donc la deuxième question, que pouvez-vous conclure? La troisième question, peut-on dire que l'influx nerveux est sous forme d'un courant électrique? Justifiez votre réponse. Donc, pour cela, on va calculer tout d'abord la vitesse dans le milieu à température 18 degrés et la vitesse à température égale à 28 degrés. Donc voilà, la vitesse de conduction entre A et B est, comme on l'a déjà vu, VAB égale à la distance entre A et B sur le temps entre A et B. Donc à T égale à 18 degrés, on a T2 moins T1, c'est 2 millisecondes, donc 12 sur 2 c'est 6, donc la vitesse est égale à 6. À température 28 degrés, la vitesse égale à 12 sur 1, c'est 12 millimètres par milliseconde. Pour la deuxième question, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ces résultats? C'est-à-dire que la vitesse du nerf, c'est-à-dire la vitesse de conduction du nerf à 28 degrés est supérieure à la vitesse du nerf à 18 degrés. Donc la température fait augmenter la vitesse de conduction. Donc on peut conclure que la vitesse de conduction de l'influx nerveux augmente avec l'augmentation de la température du milieu. Ces vitesses, si on les compare à la vitesse de la lumière, ils sont très loin, très faibles de la vitesse du courant électrique. Donc l'influx nerveux n'est pas un courant électrique. La vitesse enregistrée sont très faibles en comparaison avec la vitesse du courant électrique. Donc l'influx nerveux est différent du courant électrique. Donc voilà, on a défini avec les caractéristiques du nerf
Et on va voir l'autre, c'est-à-dire l'autre partie concernant les phénomènes électriques qui caractérisent le nerf.